Bonjour, bonjour à tous. Je suis contente ce matin parce que ma voix revient. Alors ça me fait très très plaisir. Merci. Et donc je vais vous parler d'hypnose et de communication thérapeutique. Mais d'abord, avant de vous parler d'hypnose et de communication thérapeutique, je voudrais que vous preniez un instant pour imaginer l'impact de l'intelligence artificielle sur votre pratique médicale. Je voudrais que vous imaginiez que votre ordinateur, avec une capacité incroyable de compiler des données, imaginez que votre ordinateur, grâce à des algorithmes très puissants, soit capable de traiter le dossier médical de vos patients. Que cet ordinateur soit capable de traiter, d'analyser les symptômes, les résultats des examens biologiques, radiologiques, dynamiques, les antécédents personnels, familiaux. Et puis que cet ordinateur soit aussi capable de comparer les données du dossier de votre malade avec cette gigantesque masse de données qu'il possède, n'est-ce pas ? Et puis que cet ordinateur, à l'issue de cela, dans un temps record, soit capable de vous proposer un diagnostic d'une très grande précision. Et puis que ce même ordinateur, une fois que ce diagnostic est proposé, va comparer le dossier médical de votre patient à l'ensemble des dossiers similaires pour vous proposer une option thérapeutique la meilleure. Alors, voyez-vous, cette ère nouvelle, cette ère du data-driven medicine, eh bien, on y est déjà, n'est-ce pas ? Puisque aujourd'hui, on ne peut pas ne pas citer Watson d'IBM. Cette intelligence artificielle et l'entreprise d'intelligence artificielle DeepMind de Google, qui ont pour objectif de devenir des objets de diagnostic très précis en des temps extrêmement rapides. Et d'ailleurs, il faut savoir que Watson Health d'IBM, qui est un logiciel informatique extrêmement puissant d'aide à la décision médicale, accompagne aujourd'hui près d'une trentaine d'hôpitaux dans le monde. Donc nous sommes déjà à l'ère de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, même en chirurgie, vous savez, aujourd'hui, les robots sont tout à fait capables d'opérer en manipulant des instruments chirurgicaux avec une très très grande précision, en déchargeant le chirurgien finalement de la manipulation des instruments chirurgicaux. Le chirurgien va guider le robot. Alors, si cette intelligence artificielle est capable d'assister, voire de suppléer les professionnels de la santé dans ce qui constitue le fondement de leur activité, à savoir les actes techniques, la capacité de faire un diagnostic, et puis ensuite le fait de proposer un traitement. Est-ce qu'on peut imaginer que nous sommes déjà à l'ère d'une médecine totalement robotisée? Est-ce qu'on peut imaginer une médecine sans relation médecin-malade? Et moi, il me semble, et puis on a entendu hier dans la conférence de hier, que tous les patients ont besoin d'un supplément d'âme, que tous les patients ont besoin d'être accompagnés par un être humain, un professionnel de la santé qui soit capable de les écouter, de leur donner une attention bienveillante, de les rassurer sur leur prise en charge. Alors, avec ces réseaux incroyables de neurones artificiels, eh bien, l'intelligence artificielle va obligatoirement décharger les médecins de ce qui constitue aujourd'hui le fondement de leur activité.
Et ça, je crois qu'il faut en être conscient parce que c'est très rapide. C'est comme le smartphone. Dans moins de 10 ans, ce que nous disent les entreprises d'intelligence artificielle, c'est une révolution incroyable qui nous attend et à laquelle il faut se préparer. Et puis, donc, si cette intelligence nous décharge d'une charge importante, eh bien, elle nous offre du temps. Elle offre aux professionnels de la santé beaucoup plus de temps. Ce qui nous laisse imaginer que ce temps qui nous est offert va nous permettre de tendre vers une médecine beaucoup plus humaine, puisque nous aurons le temps d'écouter nos patients, nous aurons le temps de les accompagner réellement. Excusez-moi. Alors, d'un côté, voyez-vous, nous avons ces logiciels très performants qui ouvrent les portes d'une médecine personnalisée, réellement personnalisée, adaptée à chaque individu. Nécessairement, cette intelligence artificielle amène à une médecine beaucoup plus sûre, moins d'erreurs diagnostiques, moins de retard diagnostique. Ce sont les deux grands écueils de la pratique médicale, l'erreur diagnostique, le retard diagnostique. Grâce à l'intelligence artificielle, on sait que ces deux grands écueils vont être surmontés. Et de l'autre côté, eh bien, on a besoin de cette relation humaine. Même si les diagnostics offerts vont être rapides et les meilleurs, même si les options thérapeutiques seront probablement les meilleures du fait de cette intelligence qui dépasse notre intelligence. Le cerveau d'un médecin n'est pas capable d'assimiler toutes les études médicales publiées. Je ne sais plus combien il y en a dans l'heure publiées à travers le monde. C'est immense. On ne peut pas avoir la connaissance de toutes ces études. C'est impossible. L'intelligence nous soulage de ça, artificielle. Et de l'autre, eh bien, il y a l'hypnose. Il y a l'hypnose qui, depuis, je crois, 1980, en fait, en Europe, connaît un renouveau, réellement. Et on voit de plus en plus les professionnels de la santé s'intéresser à cet outil hypnotique qui accompagne finalement, quelque part, l'évolution naturelle de la médecine. Et puis l'hypnose, elle permet donc de réhumaniser le soin parce qu'elle permet de réintroduire de la parole, de l'écoute, des mots, du langage. Et vous savez que l'hypnose, elle permet une communication adaptée à chacun des patients, une communication extrêmement personnalisée qui est le pilier du succès thérapeutique. Il ne suffit pas de faire un bon diagnostic, il ne suffit pas de donner le meilleur traitement. Ce qui est extrêmement important, c'est cette relation humaine qui va s'établir entre le professionnel de la santé et qui fait malheureusement aujourd'hui défaut, et on pourra en parler dans de grand nombre de cas. Alors, voyez-vous, l'hypnose, en Europe, elle connaît un renouveau depuis, je pense, 1980, mais on a plusieurs médecins européens qui nous diront ça ici. Aux États-Unis aussi, eh bien, l'hypnose a connu un renouveau. Bon, l'hypnose, elle fait partie de l'histoire de la médecine depuis le XVIIIe siècle, et au XXe siècle, c'est grâce au psychiatre américain qu'on voit ici, Milton Erickson, que l'hypnose connaît un renouveau. Pour Milton Erickson, eh bien, il considère que chaque patient est unique et que chacun d'entre nous, en fait, que chaque patient est doué de ressources inconscientes. Et Milton Erickson, quand il a un patient en face de lui, il prend le temps de l'observer. Il s'intéresse à sa vision, il s'intéresse à ses croyances, il s'intéresse à ses valeurs, il l'écoute attentivement, sans émettre le moindre jugement, sans émettre la moindre critique. Il est réellement dans l'observation du patient. Et puis, de cette observation-là, il va, pour utiliser une métaphore, en fait, faire de la haute couture. Il va construire une communication adaptée à ce patient-là. Une communication adaptée à travers des suggestions et des métaphores qui vont permettre à ce patient de trouver d'autres solutions qu'il ne voyait pas jusque-là. Alors, Milton Erickson fait très attention à chacun des mots qu'il emploie
à chaque intonation de sa voix, autant que des verbes qu'il utilise. Tout est réfléchi et ces patients entrent en transe sans même s'en rendre compte. De l'autre côté, ça c'est aux États-Unis, en Europe, il y a un pharmacien célèbre, Émile Coué. Moi j'aime bien Émile Coué, parce que quand j'avais 15 ans, on m'a offert un petit bouquin, la méthode Coué, qui m'a beaucoup aidé en termes de confiance en soi. Cette méthode d'autosuggestion, vous savez, qui marche bien, et je trouve que c'est très bien pour des adolescents. Alors Émile Coué, il est pharmacien, et il utilise déjà dans son officine une communication hypnotique. Il prend conscience que les paroles qu'il utilise en délivrant un médicament au comptoir vont magnifier l'efficacité du produit qui est délivré. Il est très vite conscient de cela. Et Émile Coué prend donc conscience de cette influence qu'il peut avoir sur la guérison de ses patients et développe une méthode de suggestion thérapeutique. L'histoire raconte qu'une patiente qui avait des douleurs abdominales est venue le voir désespérée. Elle n'avait pas l'ordonnance du médecin, c'était une ordonnance d'un produit à base d'opiacés. Elle avait tellement mal qu'elle lui a demandé de lui délivrer le produit. Alors, ce que fait Coué, c'est qu'il va dans l'arrière-officine et il prépare une potion à base de, je ne sais pas quoi, de sérum aromatisé, d'eau aromatisée, et puis il délivre ça à sa patiente en lui disant qu'il lui donne un médicament extrêmement efficace, qu'il est très important de bien respecter la dose prescrite et qu'au-delà, le médicament peut devenir dangereux. Et puis, l'histoire dit que la patiente revient 8 jours plus tard pour le remercier et lui dire qu'elle est totalement guérie. Et donc, Émile Coué, comme cela, découvre l'effet placebo. Alors Émile Coué, il est passionné par les suggestions. Et à cette époque-là, il va prendre connaissance d'un livre écrit par un professeur de médecine, Hippolyte Bernheim, qui est professeur de Strasbourg, établi à Nancy. Et ce livre, c'est de la suggestion et ses applications à la thérapeutique. Et dans ce livre, Bernheim explique qu'il a découvert l'hypnose auprès d'un médecin de ville, un médecin de Nancy qui exerce dans des quartiers défavorisés. Et Coué va se former auprès du docteur Liébaud qui va tout lui apprendre de sa pratique. Alors ce médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va inviter ses patients à fixer leur attention sur un objet brillant et dans cet état de conscience modifié, il les suggestionne en les invitant à guérir de leurs maux. Et puis ça fonctionne. Mais alors on parle de suggestion, n'est-ce pas ? C'est quoi une suggestion ? Eh bien, voilà les définitions qu'on a des suggestions. Pour le professeur Bernheim, c'est un acte par lequel une idée est introduite dans le cerveau de quelqu'un et acceptée par lui. Pour Coué, une suggestion ne peut devenir active que si le patient lui-même transforme la suggestion en autosuggestion. Et dans le dictionnaire, Robert, c'est l'influence exercée sur notre comportement par une autre personne, sans que nous en soyons conscients. Et donc, vous voyez bien, la suggestion, elle doit être en partie invisible, et une autre partie doit venir de la personne elle-même. Alors, on a parlé de ce pouvoir de suggestion, mais il faut parler surtout du pouvoir des mots. Et vous savez tous, en tant que professionnels de la santé, que les mots que vous utilisez ont du pouvoir et qu'ils peuvent influencer la perception que le malade a de sa maladie. Je voudrais réutiliser la métaphore chirurgicale du docteur Méglet, qui n'est pas là avec nous. Et donc, du coup, comme ça, je lui envoie quelque part un petit signe qu'on pense beaucoup à lui. Il disait que les mots sont comme il dit dans son bouquin, je vous invite à lire là, sur Erickson, psychothérapie, et je ne sais plus comment il s'appelle, son petit bouquin, son livre sur Erickson, que moi j'aime beaucoup. Il dit que les mots, c'est comme des scalpels. Bien utilisés, ils peuvent faire des miracles et guérir. Que par contre, mal utilisés, ils peuvent être dangereux et
Ils peuvent même tuer. Et ce qui est vrai, et puis on ne s'en rend pas compte, hein, de l'effet des paroles qui sont prononcées. Alors on a appris à la fac de médecine ce précepte, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et pourtant, sans s'en rendre compte, beaucoup de soignants vont être nuisibles dans les paroles qu'ils vont dire à leurs patients, sans en être vraiment conscients. Par exemple, voici quelques propos rapportés. On ne peut plus rien faire pour vous. Ben, vous vous rendez compte, quand on vous dit ça, on ne peut plus rien faire pour vous, quel désespoir! Comment est-ce qu'un médecin qui est là pour soigner, accompagner, peut prononcer ce genre de paroles? Et pourtant, oui, c'est vrai, on les entend. Après aussi, vous savez, moi j'ai entendu dernièrement ça dans un groupe de parole de femmes atteintes de cancer, le cancérologue qui passe sa main dans les cheveux de la femme et qui lui dit, ben, profitez-en bien, vous n'aurez plus ses cheveux dans quelques jours. Et elle se demandait s'il se moquait d'elle. Vous vous rendez compte la gravité des choses? Et voilà, bon, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont extrêmement graves. Ou alors de dire à une dame, bah, écoutez, soyez raisonnable, vos cheveux, c'est pas important. Ça repousse, ce qui est important, c'est qu'on vous guérisse. Mais non, c'est très important, les cheveux. On ne peut pas nier ce qui est important pour quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. C'est être dans les valeurs de l'autre, dans le respect du patient. Et on ne peut pas nier sa souffrance. Au moins, il faut l'écouter. Et puis aussi vous dire, parce que vous êtes médecin, oh, vous inquiétez pas, hein, c'est un gentil cancer, il se guérit à 100%. Oui, mais docteur, venez faire à ma place la chimio, puis venez faire à ma place la radiothérapie, et puis la chirurgie. Vous comprendrez comme tout ça, c'est très gentil. Hein? Donc tous ces mots-là, attention, hein, on croit être rassurant, mais pas du tout. On est extrêmement blessant en disant ce genre de mots. Ou bien, c'est rien, mais on va quand même faire une surveillance. Hein, ça arrive, on vous dit que vous n'avez rien, mais on va surveiller. Ou bien, enfin bref, il y en a tellement des choses comme ça. Il faut écouter les patients vous raconter hein, comment ils vivent les choses. Et ils comprennent. Ils disent souvent il n'y a aucune malveillance du professionnel de la santé, seulement il y a une vraie inconscience de ce qu'il prononce. Il y a aussi comme ça des suggestions négatives qu'on peut entendre à l'hôpital. Je crois que hier, un dentiste en parlait. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Ben, en attendant, vous entendez, inquiétez-vous, puis ça fait mal. Hein. Ou ça fait pas mal, n'aie pas peur, je suis pas méchant. Mais voilà, donc tous ces mots-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? Puis toutes les formulations négatives que nous employons, sans même nous en rendre compte, qui du coup ont un impact négatif sur les patients. Alors, vous savez, cet effet nocebo de nos paroles a été étudié. Alors là, je voulais juste vous présenter une toute petite étude allemande qui a été publiée en 2012. C'est une étude chez deux groupes de femmes enceintes qui devaient avoir une anesthésie locale avant une péridurale. Dans le premier groupe, on leur dit « Vous pouvez maintenant sentir une douleur et une sensation de brûlure à l'arrière, comme si vous vous étiez fait piquer par une abeille. C'est la pire partie de l'ensemble de la procédure. » Puis dans le deuxième groupe, on va vous donner un anesthésique local, ce qui endort la zone où nous réaliserons l'anesthésie péridurale afin que ce soit agréable pour vous. Eh bien, d'après vous, dans quel groupe il y a eu plus de douleur? Eh bien oui, dans le groupe 1, vous voyez? Donc regardez, hein, alors que le geste est le même dans les deux groupes. Une étude bien plus importante encore, étude randomisée, réalisée sur 232 femmes en post-opératoire de césarienne pour évaluer la douleur post-opératoire. Et dans cette étude, on évalue l'effet des mots positifs ou négatifs qui sont prononcés. Alors, dans le premier groupe de femmes, pour évaluer la douleur post-op, on demande « Avez-vous mal ?» Et dans le deuxième groupe, on leur dit « Comment vous sentez-vous? Êtes-vous confortable ?» Et là encore, d'après vous, dans quel groupe les femmes ont répondu qu'elles avaient le plus mal? Ben dans le groupe 1, hein, plus de 5, et la différence, elle est vraiment significative. 54,3% des patientes dans le groupe 1
disent avoir mal contre uniquement 24% dans le groupe 2. Et vous vous rendez compte l'importance des mots prononcés? Et d'ailleurs, du coup, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on évalue la douleur? Quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous n'induisez pas la sensation de douleur en fonction des mots que vous utilisez? Voilà. Et puis, je voudrais aussi montrer dans ce pouvoir des suggestions, dans le pouvoir des mots, reprendre les travaux du professeur Rainville et puis du professeur Fémonville aussi, ici présente dans la salle, qui montrent comment des suggestions hypnotiques, c'est-à-dire en hypnose, d'analgésie, sont capables de diminuer de manière significative l'activité des régions corticales impliquées dans la douleur. Vous vous rendez compte, c'est des mots qui vont agir sur l'activité de régions du cerveau. Ce pouvoir, il est immense. Et en effet, on voit qu'en hypnose, eh bien, l'activation du cortex singulaire antérieur, je vais passer vite, et de l'insula est diminuée lorsque la personne est en hypnose. Alors, au final, cette communication thérapeutique et hypnotique, aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, et c'est demain, et il ne faut pas l'oublier, ça va être très vite, et il faut vraiment s'y intéresser, eh bien, elle s'appuie sur simplement des techniques de communication, être capable de choisir les mots, prendre le temps de l'écoute, alors ce temps qui vous manquait, parce que ce temps qui manque, parce qu'on est en train de faire un diagnostic, parce qu'on est en train de réfléchir au meilleur traitement, eh bien ce temps, vous allez le gagner. Cette communication s'appuie aussi sur le langage non verbal, sur l'attitude des professionnels de la santé. Le respect du patient, hier on a entendu parler de l'importance de respecter le patient, de respecter ses valeurs, de respecter ses croyances. Et c'est une approche qui est centrée totalement sur le patient. Et donc pour finir, je dirais que la médecine connaît un bouleversement important qu'on ne peut pas nier et qui confronte les professionnels de la santé à un nouveau défi. Et ce nouveau défi, c'est d'être capable de développer nos compétences les moins automatisables et d'être capable d'explorer la relation humaine. Et il me semble que l'intelligence artificielle, bien contrôlée, bien entendu, eh bien, cette intelligence artificielle bien contrôlée, il me semble pour moi, qui suis plutôt de nature optimiste, devrait conduire à plus d'humanité. Et les choses montrent déjà que nous tendons vers plus d'humanité. Et que cette communication hypnotique, vous voyez, non seulement elle est favorable pour le patient, mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'elle est aussi positive pour le professionnel de la santé qui l'utilise. Des études publiées ont montré que la communication hypnotique, par exemple, diminuait le stress des professionnels de la santé. Et que dans certaines équipes où il y avait beaucoup de stress, notamment les grands brûlés, il y a une étude suisse publiée qui montre que les professionnels de la santé bénéficient eux-mêmes de l'utilisation de cette communication qui a un effet anxiolytique. La communication, et en fait, cette communication en soi est thérapeutique. Une communication de qualité est une communication thérapeutique qui est le pilier du succès thérapeutique. Je vous remercie.